Maintenant que tout est installé, que vous avez ouvert VS Code, voilà sur quoi vous arrivez. Donc cette petite page Welcome, vous pouvez la fermer. Il y a dernière installation à faire depuis VS Code. Vous voyez sur la barre latérale, on va se rendre dans les petits cubes extensions, qui est l'équivalent d'un Play Store ou un Apple Store. Donc ici, dans la barre de recherche, on va taper Python. Et on va venir installer donc Python. Moi, évidemment, c'est déjà installé, mais vous allez avoir un bouton pour l'installer. Et par la suite, vous allez installer Python Debugger. Une fois que ces deux choses sont installées, on peut fermer ici et on peut rabattre cette barre en appuyant sur le logo des extensions. Maintenant, vous allez créer un dossier où vous voulez sur votre ordinateur. Vous allez lui donner le nom que vous voulez également. Et ce dossier va permettre de venir stocker les fichiers de vos projets. Donc ici, le projet, ça va être le cours. Maintenant que vous avez créé votre dossier, on va se rendre dans File. Vous allez faire Open Folder et vous rendre jusqu'à votre dossier puis l'ouvrir. Moi, j'ai en mémoire déjà d'autres dossiers de projet, donc je peux l'ouvrir directement. L'onglet Welcome, on peut le fermer. Et vous voyez ici que j'ai une barre latérale avec tout ce qui est contenu dans mon dossier. Donc moi, j'ai deux fichiers, vous, théoriquement, c'est vide. Vous voyez que j'ai deux types d'extensions, j'ai le .py et le .ipynb. Pendant ce cours, on va utiliser ce format-là. Et pour faire simple, le py permet d'écrire du code d'un bloc et d'un seul, ce qui est plutôt utilisé quand vous allez développer des applications ou pour aller plus loin, des modèles de machine learning que vous allez déployer. Et donc la différence qu'il y a avec le ipynb, c'est ce qu'on appelle un notebook. Donc, py pour Python, nb pour notebook. Cela permet d'écrire des blocs de code les uns après les autres et de les exécuter indépendamment. Comment créer votre fichier? On va venir ici, tout à gauche, New File. Cliquez là. Ici, vous venez nommer votre fichier comme vous voulez. On va prendre l'exemple de script. .ipynb. Tapez Entrée. VS Code vous l'ouvre pour vous. Moi, je vais venir ouvrir le cours. Et vous voyez qu'ici, j'ai Python plus la version que j'ai moi sur mon PC et un petit logo de moulinage. Vous allez avoir juste écrit Select Kernel ou éventuellement le moulinage aussi. Vous cliquez dessus. Dans la barre ici de recherche, VS Code va reconnaître là où vous avez installé Python et la version correspond. Vous cliquez dessus. Par la suite, il y aura encore un petit temps de moulinage le temps que VS Code intègre Python et votre notebook est prêt à partir. Maintenant, le notebook, comment ça s'organise? On peut faire deux choses, écrire du texte, écrire du code. Vous voyez qu'ici, quand je ne bouge pas, j'ai plus code et plus markdown qui apparaissent. Donc on va cliquer sur les deux, plus code, plus markdown. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je viens de créer deux blocs ou deux cellules, une me permettant de créer du code, d'écrire du code pour être précis, Python. C'est indiqué ici, c'est simple. L'autre, Markdown, c'est écrit également. Donc le Markdown vous permet d'écrire du texte. Pour exécuter ces blocs ou cellules, vous faites CTRL Entrée et ce sera exécuté. Vous voyez tout de suite que mon texte il est plus petit que mon titre. Comment ça s'explique? Eh bien, on va aller voir la cellule de texte que j'ai ici. Donc pour la réouvrir, je double-clique. Et vous notez qu'ici, il y a un hashtag, ou pour les plus anciens comme moi, un dièse. Et donc, plus vous allez mettre de hashtag ou de dièse, moins votre titre sera gros, sachant qu'un hashtag vous permet d'avoir le titre le plus gros. Un exemple, je rajoute un hashtag, mon titre légèrement plus petit. Je le remets comme il était, j'exécute. Et donc, comme je le disais, vous allez pouvoir ajouter autant de hashtags que vous voulez. Ce qui compte, c'est de séparer le hashtag et le texte d'un espace. Vous voyez, ça passe en bleu, c'est que ça va prendre en compte la taille que vous voulez pour votre texte. Et on peut ajouter autant d'hashtags, mais en réalité pas autant. Vous voyez que quand ça passe en blanc, c'est que c'est la limite. Et vous voyez, quand je suis à la limite, je l'exécute, c'est bien assez petit. Maintenant, ces cellules, je les ai utilisées en titre d'exemple, j'en ai pas besoin. Donc, comment je peux faire pour m'en débarrasser? Eh bien, c'est ça, vous voyez, tout à droite, j'ai la poubelle qui apparaît. J'efface, j'efface. Mais imaginons par inadvertance ou en allant trop vite, j'en supprime et je ne voulais pas les supprimer. Comment je fais? Je me mets quelque part, je clique dans mon notebook et je fais CTRL Z. Et voilà, on n'a toujours pas besoin, donc c'était pour l'exemple, je les supprime. Maintenant, vous voilà paré, on a tout installé, vous comprenez le fonctionnement d'un notebook. Introduction à Python, c'est parti. Premier chapitre, les variables et les types de variables, ou comme je vous l'ai dit en introduction, de données. Donc ici, premier point, les variables. L'objectif, ça va être de comprendre l'attribution d'une valeur à un nom, donc le nom d'une variable. Vous voyez qu'ici, dans ma cellule code, vous pouvez noter ici, c'est Python, j'ai du texte en vert. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des commentaires. Comment créer des commentaires? Eh bien, vous écrivez ce que vous voulez, du texte, des signes, des chiffres. Ce qui compte, c'est que ça commence par un hashtag. Ce hashtag permet de justement indiquer à Python que c'est du commentaire et que ce n'est pas du code.
et que ça ne sera pas exécuté comme du code. Donc il est bon d'utiliser des commentaires parfois dans vos blocs de code qui sont plutôt conséquents pour vous déjà, pour essayer de retracer et avoir une idée de qu'est-ce que vous avez fait, ou pour toute personne qui aura accès à votre code ou corrigera ou utilisera votre code pour comprendre votre démarche. Donc ici, le premier commentaire que j'ai mis, c'est qu'une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Prenons un exemple, je vais écrire 10 Zidane. Eh bien, j'ai deux erreurs. D'une part, le 10 est en rouge et le Zidane est surligné en rouge, car il y a une erreur avant. Je ne peux pas commencer par des chiffres comme je l'ai dit. Par contre, je peux écrire Zidane 10, et là, tout va bien, ça fonctionne. Une autre pratique à avoir, c'est d'avoir ces variables en minuscules. Donc, imaginons, je crée JO 2024, le JO est en minuscule, tout va bien. Donc ça, c'est une pratique courante qu'il est conseillé d'avoir, mais rien ne vous empêche de l'écrire en majuscule. Le conseil que je peux vous donner sur la majuscule, c'est plus si vous allez avoir une variable qui est une variable importante que vous allez appeler plusieurs fois dans votre projet et que vous voulez mettre en valeur ou faire ressortir dans votre code. Une dernière chose sur le nommage de nos variables, vous pouvez ajouter des signes, mais en réalité qu'un seul signe qui est l'underscore ou le tiré du 8. Là, tout fonctionne. Si vous voulez vous amuser à essayer avec le tiré du 6, eh bien, à vue d'œil, on n'a pas d'erreur, mais en réalité, Python va reconnaître le tiré du 6 comme le moins d'une soustraction et vous aurez une erreur. Et enfin, attention à ce qu'on appelle les fonctions built-in. Donc Python a des fonctions pré-créées, donc les fonctions, on y reviendra plus tard dans le cours, et il se peut que vos variables, vous vouliez les nommer comme le nom de ces fonctions, qui va créer de la confusion, et pour une personne qui viendra lire votre code, et pour Python. Je vous donne des exemples de quelques fonctions. Il est bon de les connaître pour justement éviter ce genre d'erreur. Donc round qui permettra d'arrondir un chiffre. Vous noterez qu'il y a des parenthèses après le titre, ce qui signifie que c'est une fonction. Min pour trouver une valeur minimale. Max pour une valeur maximale. Cependant, si vous souhaitez toujours nommer ces variables avec ces noms-là, il y a une pratique assez simple. Vous reprenez le nom et vous ajoutez l'underscore à la fin. Et ça permet de contourner le problème. Maintenant, on va voir une notion de réécriture par-dessus les variables. C'est-à-dire que quand vous allez attribuer une valeur à une variable, ce ne sera pas nécessairement figé. On va prendre un exemple. Je vais nommer une variable chiffre à laquelle je vais donner une valeur de 10. Et je souhaite l'afficher. Imaginons, je l'ai nommé en début de code et je me rends quelques lignes plus tard et je veux me rappeler quelle est la valeur que j'ai donnée à ma variable. Eh bien, je l'appelle ici, en fin de cellule, seul, et je l'exécute, CTRL entrée. J'ai donc la valeur de ma variable en output 10 ici. Et donc, comme je le disais, finalement, le 10, ça ne me va plus. Moi, je veux qu'elle ait une valeur de 30. Eh bien, je vais la rappeler. Vous voyez, j'ai donné les mêmes noms. Et la valeur vaut 30. Donc, la valeur de 10 a été écrasée par la valeur de 30. A noter qu'un script se lit comme un livre, donc de gauche à droite et de haut en bas. La dernière chose que vous aurez écrit prendra le dessus sur les choses les plus anciennes que vous avez écrites, évidemment. Maintenant, le type de variable. L'objectif ici, ça va être d'identifier les types de variables et de savoir comment on peut les modifier. Pour faire simple, on va avoir 4 types de variables en Python. Ici, vous voyez, variable int pour intégrale ou entier, simple, c'est un chiffre entier. Vous avez une variable float ou décimale, qui est une variable décimale. Vous pouvez mettre autant de chiffres que vous voulez en décimale. La chose à noter, c'est que la virgule est un point en Python. Si vous voulez écrire un chiffre décimal avec une virgule, ça vous retournera une erreur. Ici, on passe sur la partie texte des variables. Donc, vous voyez que j'ai deux mots, et ces deux mots, je les ai mis entre deux guillemets simples ou qui correspondent aussi à l'apostrophe. Si je ne mets pas ces guillemets ou apostrophes, eh bien, vous voyez que j'ai une erreur. Donc, tout texte doit être entouré par des guillemets. Il y a deux types d'encadrants, on va dire, de texte. Il y a les guillemets simples, comme je l'ai montré ici, et il y a les guillemets doubles qu'on a ici. J'ai tendance à beaucoup plus utiliser les guillemets simples juste pour gagner de l'espace dans mon code, et je vous montrer juste en dessous par un exemple que parfois le guillemet double est essentiel. Ici, j'ai voulu créer une variable de string pour texte apo avec une apostrophe. Donc vous voyez que j'ai une apostrophe au milieu de mon texte et que ça me retourne une erreur. Comment ça fonctionne? Eh bien Python, lorsque vous commencez par un guillemet, une apostrophe, donc simple ou double, il reconnaît une entrée de texte. Par la suite, il va lire et dès qu'un prochain apostrophe ou guillemet simple apparaît, eh bien il note que c'est la fin du texte. Donc vous voyez bien qu'ici, j'ai une erreur. Donc pour contrer ça, il faut utiliser le double guillemet. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas d'erreur, car j'ai mes doubles guillemets qui entourent mon texte et mon apostrophe ne pose pas problème. Et enfin, le dernier type de variable qu'on a, ça va être la variable booléenne. Booléenne, ça va être deux valeurs principales, true pour vrai, false
pour faux. Bon. Je vous ai dit 2, mais en réalité, il y en a 3. Il y a aussi none, qui renvoie à la même notion que false, mais je pense que dans la plupart de votre projet, vous allez être souvent ramené à utiliser false. Maintenant, je vais exécuter ma cellule pour avoir mes variables enregistrées dans mon script, car je vais les appeler plus tard. Il y a une mise en garde sur laquelle je veux faire une petite halte, c'est les chiffres dits texte. Vous voyez ici, j'ai créé une variable que j'ai nommée string text intégrale pour intégrale entier. J'ai bien une valeur de 10, mais elle est entre guillemets, donc c'est du texte. Pour vous expliquer, imaginons que vous créez une série de variables comme celle-ci, et vous demandiez plus tard à Python, calcule-moi la moyenne de ces variables. Python va vous retourner, non, je ne peux pas, car c'est du texte, je ne sais pas faire une moyenne sur du texte. Je l'exécute également pour l'avoir en mémoire. Par rapport à ce que je viens de dire, il est essentiel de savoir identifier ces types de variables et au besoin de savoir les modifier. Donc pour cela, nous avons des fonctions pré-créées. Donc type en anglais nous permet de passer la variable que l'on veut entre les parenthèses, d'exécuter la cellule, et j'ai bien le type de ma variable qui était bien en intégrale. Donc je vais toutes les faire une par une pour vous montrer. Float, c'est bien float. Type var string, c'est bien du texte. Type var string. Vous voyez qu'ici j'ai des suggestions de variables qui existent déjà. Donc je peux aller chercher des fois pour gagner du temps. C'est bien du texte. Maintenant, je veux les modifier. Imaginons, j'ai donc ma variable texte, ici, mais je la veux en un chiffre intégral. Eh bien, je la passe dans la fonction intégrale. Et j'ai bien l'intégrale. On peut vérifier, type. Donc vous voyez qu'on peut imbriquer les fonctions les unes dans les autres. Il faut juste faire attention à l'ordre dans lequel on les utilise. J'ai bien l'intégrale. Par exemple également, je veux passer en intégrale ma variable float. Et voilà, j'ai un 2. Alors vous noterez que ma variable float, elle était à 2.5, et que lui, quand il vient faire l'entier et l'arrondir, il passe à 2. En réalité, dans Python, il y a certaines fonctions, quand elles viennent faire l'arrondi, malgré que en mathématiques, la règle, c'est que 2.5 et plus arrondissent à l'entier supérieur, et bien lui, il vient quand même arrondir à l'entier inférieur, donc c'est des choses à savoir également. Maintenant, la autre modification, c'est string pour passer en texte. Donc, je veux passer ma variable float texte. J'ai mon 2.5 en texte. On peut toujours vérifier le type. C'est bien du texte. Et finalement, le float, donc imaginons je veux passer ma variable intégrale en float, j'ai bien le 1.0. Je peux également passer en float ou en décimale ma variable texte intégrale. Tout va bien. Cependant, pour float ou aussi bien pour intégrale, pour la fonction, si je passe une variable texte, ce qui se passe, ça prend du temps et j'ai une erreur, car dans l'autre texte, à aucun moment Python vient trouver un chiffre. Alors, un dernier point sur cette transformation de variable, créons une variable décimale à laquelle on va attribuer une valeur de 2.40. Maintenant, je veux la passer en texte. Donc, comme on vient de le voir, j'appelle la fonction string et je passe ma variable décimale dans la fonction. J'exécute. Là, vous allez me dire, parfait, j'ai mon 2.40 en texte. Eh bien non, j'ai mon 2.4 en texte. Donc ça, c'est une chose à savoir, car il est possible que dans vos projets, vous manipuliez des chiffres décimaux comme celui-ci avec le point 40 pour le transformer en texte, et que le point 40, vous le voulez également en texte. Donc pour ça, il y a des petits tours de passe-passe à connaître, qu'on verra plus tard, même à la fin de ce tutoriel. Et pour clore ce premier chapitre, nous allons voir une fonction également essentielle, qui est la fonction print. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, quand j'appelle une variable et que j'exécute ma cellule, je vois son output tout de suite. Maintenant, j'en appelle une autre. La première, je la vois plus, mais par contre, je vois la dernière appelée. Alors, comment je veux faire si je veux que les deux apparaissent? Eh bien, c'est simple. J'appelle la fonction print, je passe dans ma fonction la variable concernée. Et maintenant, tout est bon. J'ai les deux outputs qui correspondent à mes deux variables que j'ai voulu faire apparaître.